La vie des civils sous le régime nazi. Cependant, une grande partie de l'économie du Troisième Reich s'est concentrée sur l'armement et principalement sur les préparatifs de la guerre avec les pays slaves, plutôt que sur la production de biens de consommation pour l'expansion commerciale. Néanmoins, la concentration de capital dans l'industrie de l'armement a favorisé l'expansion rapide du potentiel industriel de l'Allemagne et a contribué à réduire le chômage. La politique économique de l'État national-socialiste était principalement dirigée vers la protection et la promotion du grand capital monopolistique, ce qui se reflétait dans la majorité de ses politiques. En ce sens, on peut distinguer deux types de mesures, celles destinées à obtenir des marchés pour le capital à l'intérieur et celles qui promouvaient une politique de travaux publics dans toute l'Allemagne. Pendant les 7 années de son règne, un réseau de 12 000 km de routes nationales a été construit, qui est encore utilisé aujourd'hui, ainsi que des barrages hydroélectriques, des lignes de chemin de fer et des bâtiments majestueux. La deuxième tendance économique nazie consistait à renforcer le commerce extérieur et l'économie de guerre. Le problème central auquel l'économie allemande était confrontée résidait dans les limitations de son marché intérieur. Cela a obligé le capital monopolistique allemand à orienter ses perspectives vers l'extérieur, ce qui a culminé avec la Seconde Guerre mondiale. Hitler, dès 1933, lors de l'un de ses discours, plaidait pour le réarmement de l'Allemagne. Le national-socialisme n'a eu besoin que de 2 ans pour impulser un développement débordant de prospérité. Et après 4 ans, le pays était déjà une puissance parmi les puissances. Entre 1944 et 1937, l'Allemagne de Hitler jouissait d'excellents standards de vie pour la classe moyenne et supérieure. Bienvenue à Frontline War Mémoire. L'une des conséquences des antécédents mentionnés au début de cette vidéo est le type d'idéologie et de culture que les nazis ont imposé, qui n'admettait ni le progrès ni le développement. Par obligation, il fallait accepter la vérité officielle comme donnée, immuable et éternelle. Le national-socialisme était le produit authentique d'un cumul de décennies au cours desquelles la pensée allemande, opposée à tout modernisme, a développé un nouveau type de littérature, d'art et de philosophie raciste. Hitler a toujours souligné le facteur idéologique, c'est-à-dire la conception du monde que doit toujours avoir une société. Il a attribué une importance extraordinaire à ce facteur. L'Allemagne future qu'il prêchait devait être édifiée sur un nouvel homme, et celui-ci ne pouvait surgir que d'une vision correcte du monde qui était évidemment la sienne. Néanmoins, tout cela a été possible en grande partie grâce à la propagande, un moyen qui servait un objectif. Hitler attribuait à la propagande le caractère de moyen et affirmait qu'elle devait être prise en compte du point de vue de l'objectif qu'elle servait. En conséquence, sa forme était conditionnée de manière à soutenir l'objectif poursuivi. Ce point de la théorie hitlérienne de la propagande coïncide parfaitement avec la prémisse selon laquelle la propagande est un instrument du pouvoir. Il ne fait aucun doute que Hitler a systématisé de nombreux aspects de la propagande et a devancé une grande quantité d'érudits dans le domaine qui ont par la suite abouti aux mêmes conclusions que lui. Goebbels, de son côté, croyait que la propagande était un travail profond et systématique, qui, en plus de partir de la réalité, exigeait de prévoir ses résultats. C'est pourquoi, lors d'une réunion de travail avec ses collaborateurs les plus immédiats au ministère, il a affirmé « On ne doit attaquer un ennemi que lorsque l'on est en mesure de répondre de manière adéquate à une grande contre-attaque de sa part. » Avec cette affirmation, il soulignait la nécessité de considérer les effets des actions entreprises. Goebbels, dans son journal, prônait, du point de vue de la réalisation pratique de la propagande, 2 conditions inéluctables pour que la propagande s'ajuste aux règles de partir de la réalité et de prévoir les conséquences. À mesure que la situation en Allemagne empirait, de moins en moins d'officiers étaient autorisés à accéder à toutes les données concrètes permanentes. En période de guerre, les données secrètes de base concernaient les événements militaires. La propagande a un caractère populaire. Par conséquent, elle doit s'adapter aux capacités intellectuelles les plus limitées. Hitler affirmait que toute action de propagande doit nécessairement être populaire,
et adapter son niveau à la capacité réceptive du plus limité de ceux à qui elle est destinée. D'où son degré purement intellectuel devait être régulé de plus en plus vers le bas, plus grande est la masse humaine à couvrir. Tout comme Hitler, Goebbels croyait fermement à la nécessité de se situer au niveau du récepteur pour que la propagande puisse atteindre efficacement son objectif. C'est pourquoi, dans son journal, il écrit « J'ai commencé à m'inquiéter sérieusement des sous-marins. Leurs équipages le méritent. Il m'intéresse fondamentalement qu'ils reçoivent une littérature agréable et divertissante. J'ai ordonné à tous mes collaborateurs de mettre un peu de côté les considérations doctrinales lorsqu'il s'agit de décider ce qu'ils doivent fournir aux troupes et au peuple allemand pour leur soulagement et leur divertissement. » C'est par cette stratégie propagandiste que Hitler a obtenu le soutien de la population et a initié l'un des faits les plus atroces de la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste juif. Le phénomène que nous appelons l'Holocauste était un véritable programme de génocide, d'extermination biologique à intention totalisatrice, idéologiquement motivé, délibérément planifié et très efficacement exécuté avec toutes les ressources et la machinerie d'un État moderne et d'une société industrielle avancée et civilisée. Cette volonté anéantissante, froide et calculée différencie le génocide d'autres méga-massacres similaires parce qu'il est dépourvu du climat caractéristique d'hystérie collective qui conduit à tuer tous ceux qui sont perçus dans une société comme des ennemis réels ou imaginaires dans des circonstances extrêmes de crise, d'urgence ou de guerre. Le génocide, ainsi, n'est pas le simple fruit mortel d'une réaction soudaine, individuelle ou collective d'assaut et d'élimination d'un ennemi avéré ou potentiel par un élan passionnel de peur ou de haine contre lui. Bien sûr, en marge des logiques militaires inférieures dans les opérations de guerre, le Troisième Reich a été responsable pendant la Seconde Guerre mondiale de la mort par exploitation, maltraitance, famine ou simple élimination dans les camps de concentration et les camps d'extermination de millions d'êtres humains. Et cette impressionnante récolte létale massive a eu lieu dans le contexte sans pareil d'un sexennat de guerre totale qui a affecté pratiquement tout le globe terrestre, impliqué comme jamais tous les ordres de la vie sociale des pays concernés, mobilisé de manière insolite des masses de combattants et généré un héritage de victimes mortelles de plus de 55 millions de personnes. L'Holocauste continue de se démarquer comme le sommet singulier de cette dévastation humaine. Parce que seuls les identifiés comme juifs par les autorités nationales socialistes allemandes ont été choisis comme cible de destruction totale, complète et sans palliatif. Un sort partagé partiellement aussi par les Tziganes, qui ont supporté près d'un demi-million de victimes mortelles dans les camps nazis. Les autres groupes soumis par le régime nazi pouvaient mourir ou vivre dans l'esclavage et la servitude. Pour les Juifs, seule la mort sans remise était possible. Ce génocide immense des Juifs européens était donc exceptionnel, singulier et sans précédent au moins pour trois raisons de base et concurrentes. Premièrement, par la définition du Juif comme membre d'une race inférieure dégénérée, infectieuse et infrahumaine. Une race qui devait être exterminée rapidement et totalement pour éviter la contamination raciale et l'abaissement du reste de l'humanité et surtout de la race supérieure, les Aryens germaniques. Cette conception et définition du Juif comme un véritable parasite dangereux, comme un virus mortel et létal, a été prêchée par Adolf Hitler dès ses premiers écrits politiques « Judas est la peste du monde ». Il l'affirma déjà en 1924 et cela est devenu doctrine officielle du régime national-socialiste depuis son arrivée au pouvoir. Et à cet égard, il y a eu une remarquable continuité et cohérence propagandiste. Ainsi, en 1920, l'une des premières affiches nationales socialistes avertissait « Nous combattons leurs activités parce qu'elles sont à l'origine de la tuberculose des nations, et nous sommes convaincus que la convalescence ne pourra commencer que lorsque cette bactérie sera éliminée. » La deuxième raison qui fonde l'exceptionnelle singularité de l'Holocauste réside dans le fait simple mais révélateur que sa planification et son exécution ont eu lieu au sein de l'Allemagne. Parce qu'un tel phénomène n'est pas survenu dans une société barbare, inculte, primitive et arriérée, encore prisonnière de ses instincts les plus primaires et où la civilisation n'avait pas encore pris racine ni humanisé les conduites. Au contraire. L'Holocauste est né et s'est développé à l'intérieur de l'un des pays les plus avancés sur le plan industriel, culturel
scientifique et technologique de l'Europe contemporaine. La troisième et dernière raison de la singularité de l'Holocauste réside dans son organisation bureaucratique moderne, rationnelle, méthodique et efficace. Tout le pouvoir de l'État allemand a été mis au service d'un programme d'extermination d'une complexité logistique extraordinaire. Créer un recensement spécial des Juifs en Allemagne et dans toute l'Europe occupée. Arbitrer un langage camouflé pour cacher l'opération aux victimes déconcertées et au public extérieur incrédule. Organiser des brigades d'exécuteurs spécialisés, motorisés et dirigés depuis un centre opérationnel. Établir de nombreux ghettos et camps de concentration auxquels des Juifs de tout le continent ont été déportés en masse. Et enfin, planifier, construire et mettre en fonctionnement 6 camps d'extermination avec leurs chambres à gaz et fours crématoires correspondants. Cela a également nécessité la formation et la direction d'une énorme bureaucratie chargée de toute l'opération, des diplomates et administrateurs pour établir le recensement, des ingénieurs et chimistes pour concevoir et exploiter les chambres à gaz et les fours crématoires, des anthropologues et médecins pour mener les expériences humaines projetées, des militaires et policiers pour veiller à la sécurité des camps, des économistes pour gérer le bon fonctionnement du système productif et destructeur, des techniciens et opérateurs ferroviaires pour s'occuper du réseau ferroviaire spécial reliant certains centres à d'autres, et un grand nombre de personnels subalternes et non qualifiés pour compléter tout le tableau humain du système génocidaire. En particulier, les camps d'extermination mentionnés symbolisent le sommet de cette dérive technologique et bureaucratique, car ils révèlent que pour les nazis, le meurtre massif des Juifs était une fin en soi et non le sous-produit d'une situation de guerre et anormale. Des camps comme Auschwitz étaient de véritables usines de mort, une institution inédite jusqu'alors et encore jamais reproduite dans l'histoire, planifiée, construite et constamment modernisée dans le but exclusif de consommer des vies humaines dès qu'elles arrivaient à leur porte. Le racisme antisémite, devenu doctrine et politique officielle du Troisième Reich depuis janvier 1933, n'est devenu une pratique ouvertement génocidaire qu'une fois déclenchée la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939 et particulièrement après l'extension du conflit à l'Est européen avec l'invasion nazie de l'Union soviétique en juin 1941. Avant ce moment, la politique antisémite du régime national-socialiste avait traversé les 3 étapes préalables caractéristiques d'un processus xénophobe raciste progressivement radicalisé. Premièrement, l'expansion officiellement encouragée et favorisée du préjugé latent ou flagrant contre la race désignée comme inférieure et dangereuse. Deuxièmement, sa discrimination au sein de la société par le biais de mesures légales et institutionnelles très diverses. Et troisièmement, son exclusion radicale de celle-ci par une série d'actions ségrégantes et confinatoires. L'histoire de ce processus de radicalisation cumulative a commencé en janvier 1933, lors de la dernière crise de la République de Weimar, lorsqu'Adolf Hitler est devenu chancelier de l'Allemagne. En grande partie, l'exploitation du préjugé populaire intense contre les Juifs a été l'un des facteurs décisifs dans l'ascension des nazis au pouvoir. Immédiatement, Hitler a clairement indiqué que son antisémitisme ne resterait pas réduit à un simple préjugé informel et inoffensif, comme celui existant avant sa prise de pouvoir. Entre 1933 et 1938, de nombreuses lois ont imposé une discrimination radicale des Juifs dans la société allemande. Un boycott officiel de leur commerce a été promu. Ils ont été expulsés de l'administration publique, de l'enseignement, de la justice et des forces armées et policières. Leur nationalité allemande leur a été retirée, leur libre circulation dans les rues et les villes a été interdite. Et tous les mariages mixtes entre Juifs et Allemands ont été annulés. À la suite de cette pression et coercition systématique, le Troisième Reich a réussi à expulser du pays, avant la Seconde Guerre mondiale, près de 250 000 des 525 000 Juifs résidant en Allemagne en janvier 1933. Avec ces mesures initiales, Hitler a mis en pratique une mesure largement demandée par le mouvement antisémite allemand depuis de nombreuses années, la suppression des lois d'émancipation civile et politique des Juifs décrétées par le libéralisme au cours du XIXe siècle. Mais il ne s'est pas arrêté là.
Son objectif n'était pas de restituer les Juifs à la simple condition de parias, comme les habitants des ghettos médiévaux, mais d'éliminer leur présence de la vie économique, sociale et culturelle de l'Allemagne par tous les moyens possibles et disponibles. C'est pourquoi, depuis la fatidique nuit de cristal, la phase d'exclusion a commencé avec la déportation progressive de la population juive vers des ghettos urbains et des camps de concentration implantés dans des zones rurales éloignées. Tout cela était approuvé par une partie de la société allemande qui jouissait déjà d'un certain statut en Europe. La Kristallnacht était un véritable pogrom. En fait, c'était une attaque planifiée par les autorités et exécutée par des militants nazis et antisémites contre tous les quartiers juifs existants dans les villes et villages d'Allemagne et d'Autriche, face à la passivité de la police et à la complaisance ou indifférence d'une grande partie de la population civile. Le résultat de ce pogrom était tout simplement terrifiant. En Allemagne, une centaine de Juifs ont été brutalement assassinés, des milliers ont été battus et maltraités, des dizaines de synagogues ont été incendiées et démolies. Au moins 8000 magasins et commerces appartenant à des Juifs ont été détruits, d'innombrables maisons et appartements privés ont été dévastés, et environ 30 000 Juifs ont été arrêtés et envoyés dans des camps de concentration à Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen. En Autriche, de son côté, l'attaque a coûté la vie à 27 Juifs, a entraîné la destruction de 42 synagogues et l'arrestation de 7 800 personnes envoyées dans les camps de concentration établis. La guerre totale et l'extermination raciale qui ont suivi sur le front oriental ont ainsi complètement ouvert les portes au génocide de masse contre les Juifs et au massacre généralisé de la population soviétique et slave capturée dans les territoires attaqués. Il devait s'agir d'un meurtre à grande échelle de Juifs, pour une raison bien simple et déjà apprise en Pologne occupée. L'Union soviétique abritait la plus grande communauté juive du monde, et avec elle, l'émigration, la déportation ou le réassentement provisoire et temporaire n'étaient pas possibles. Sans aucun doute, en dehors des 2 millions de Juifs qui habitaient en Biélorussie, en Ukraine et en Crimée, il y avait encore 250 000 Juifs sur la côte baltique, 1,5 million en Pologne orientale nouvellement annexée, et jusqu'à 350 000 réfugiés juifs qui avaient fui l'avancée nazie en Europe centrale. Et presque toute cette immense population juive résidait dans les territoires qui allaient être l'objet de l'attaque et de la conquête par la Wehrmacht allemande et qui allaient se transformer en sanglants champs de bataille, avec 90% des Juifs vivant dans les villes dispersées sur tout cet espace compris entre la Baltique et la Crimée. Pour entreprendre cette opération exterminatrice anti-juive, Hitler a autorisé la formation d'unités spéciales mobiles des SS, appelées Einsatzgruppen, qui s'incorporeraient à l'arrière des troupes régulières et auraient pour mission d'exécuter les résistants et ennemis capturés. Elles seraient la pointe de lance d'un massacre de masse organisé des Juifs et seraient structurées en 4 secteurs. Einsatzgruppe A pour les opérations dans les pays baltes, B pour la Biélorussie, C pour l'Ukraine nord et centrale, et D pour le sud de l'Ukraine, la Bessarabie et la Crimée. Chaque groupe d'action spéciale comptait environ 3000 hommes, subdivisés en commandos et provenant des Waffen-SS, de la Gestapo et de la police de l'ordre. Leur préparation, instruction, endoctrinement et équipement ont été finalisés entre mars et mai 1941, dans le cadre des dispositifs militaires généraux exigés par la campagne, ouvrant la voie à l'extermination la plus féroce des Juifs pendant la guerre totale, la vie des civils sous le régime nazi. Cependant, une grande partie de l'économie du Troisième Reich s'est concentrée sur l'armement et principalement sur les préparatifs de la guerre avec les pays slaves, plutôt que sur la production de biens de consommation pour l'expansion commerciale. Néanmoins, la concentration de capital dans l'industrie de l'armement a favorisé l'expansion rapide du potentiel industriel de l'Allemagne et a contribué à réduire le chômage. La politique économique de l'État national-socialiste était principalement dirigée vers la protection et la promotion du grand capital monopolistique, ce qui se reflétait dans la majorité de ces politiques. En ce sens, on peut distinguer 2 types de mesures, celles destinées à obtenir des marchés pour le capital intérieur et celles qui promouvaient une politique de travaux publics dans toute l'Allemagne. Pendant les 7 années de son règne, un réseau de 12 000 km de routes nationales a été construit, qui est encore utilisé aujourd'hui,
ainsi que des barrages hydroélectriques, des lignes de chemin de fer et des bâtiments majestueux. La deuxième tendance économique nazie consistait à renforcer le commerce extérieur et l'économie de guerre. Le problème central auquel l'économie allemande était confrontée résidait dans les limitations de son marché intérieur. Cela a obligé le capital monopolistique allemand à orienter ses perspectives vers l'extérieur, ce qui a culminé avec la Seconde Guerre mondiale. Hitler, dès 1933, lors de l'un de ses discours, plaidait pour le réarmement de l'Allemagne. Le national-socialisme n'a eu besoin que de 2 ans pour impulser un développement débordant de prospérité. Et après 4 ans, le pays était déjà une puissance parmi les puissances. Entre 1944 et 1937, l'Allemagne de Hitler jouissait d'excellents standards de vie pour la classe moyenne et supérieure. L'une des conséquences des antécédents mentionnés au début de cette vidéo est le type d'idéologie et de culture que les nazis ont imposé, qui n'admettait ni le progrès ni le développement. Par obligation, il fallait accepter la vérité officielle comme donnée, immuable et éternelle. Le national-socialisme était le produit authentique d'un cumul de décennies au cours desquelles la pensée allemande, opposée à tout modernisme, a développé un nouveau type de littérature, d'art et de philosophie raciste. Hitler a toujours souligné le facteur idéologique, c'est-à-dire la conception du monde que doit toujours avoir une société. Il a attribué une importance extraordinaire à ce facteur. L'Allemagne future qu'il prêchait devait être édifiée sur un nouvel homme, et celui-ci ne pouvait surgir que d'une vision correcte du monde, qui était évidemment la sienne. Néanmoins, tout cela a été possible en grande partie grâce à la propagande, un moyen qui servait un objectif. Hitler attribuait à la propagande le caractère de moyen et affirmait qu'elle devait être prise en compte du point de vue de l'objectif qu'elle servait. En conséquence, sa forme était conditionnée de manière à soutenir l'objectif poursuivi. Ce point de la théorie hitlérienne de la propagande coïncide parfaitement avec la prémisse selon laquelle la propagande est un instrument du pouvoir. Il ne fait aucun doute que Hitler a systématisé de nombreux aspects de la propagande et a devancé une grande quantité d'érudits dans le domaine, qui ont par la suite abouti aux mêmes conclusions que lui. Goebbels, de son côté, croyait que la propagande était un travail profond et systématique qui, en plus de partir de la réalité, exigeait de prévoir ses résultats. C'est pourquoi, lors d'une réunion de travail avec ses collaborateurs les plus immédiats au ministère, il a affirmé « On ne doit attaquer un ennemi que lorsque l'on est en mesure de répondre de manière adéquate à une grande contre-attaque de sa part. » Avec cette affirmation, il soulignait la nécessité de considérer les effets des actions entreprises. Goebbels, dans son journal, prônait, du point de vue de la réalisation pratique de la propagande, 2 conditions inéluctables pour que la propagande s'ajuste aux règles de partir de la réalité et de prévoir les conséquences. À mesure que la situation en Allemagne empirait, de moins en moins d'officiers étaient autorisés à accéder à toutes les données concrètes permanentes. En période de guerre, les données secrètes de base concernaient les événements militaires. La propagande a un caractère populaire. Par conséquent, elle doit s'adapter aux capacités intellectuelles les plus limitées. Hitler affirmait que toute action de propagande doit nécessairement être populaire et adapter son niveau à la capacité réceptive du plus limité de ceux à qui elle est destinée, d'où son degré purement intellectuel devait être régulé de plus en plus vers le bas, plus grande est la masse humaine à couvrir. Tout comme Hitler, Goebbels croyait fermement à la nécessité de se situer au niveau du récepteur pour que la propagande puisse atteindre efficacement son objectif. C'est pourquoi, dans son journal, il écrit « J'ai commencé à m'inquiéter sérieusement des sous-marins. Leurs équipages le méritent. Il m'intéresse fondamentalement qu'ils reçoivent une littérature agréable et divertissante. J'ai ordonné à tous mes collaborateurs de mettre un peu de côté les considérations doctrinales lorsqu'il s'agit de décider ce qu'ils doivent fournir aux troupes et au peuple allemand pour leur soulagement et leur divertissement. C'est par cette stratégie propagandiste que Hitler a obtenu le soutien de la population et a initié l'un des faits les plus atroces de la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste juif. Le phénomène que nous appelons l'Holocauste était un véritable programme de génocide, d'extermination biologique à intention totalisatrice, idéologiquement motivé, délibérément planifié et très efficacement exécuté avec toutes les ressources et la machinerie d'un État moderne,
et d'une société industrielle avancée et civilisée. Cette volonté anéantissante, froide et calculée différencie le génocide d'autres méga-massacres similaires parce qu'il est dépourvu du climat caractéristique d'hystérie collective qui conduit à tuer tous ceux qui sont perçus dans une société comme des ennemis réels ou imaginaires, dans des circonstances extrêmes de crise, d'urgence ou de guerre. Le génocide, ainsi, n'est pas le simple fruit mortel d'une réaction soudaine, individuelle ou collective d'assaut et d'élimination d'un ennemi avéré ou potentiel par un élan passionnel de peur ou de haine contre lui. Bien sûr, en marge des logiques militaires inférieures dans les opérations de guerre, le Troisième Reich a été responsable pendant la Seconde Guerre mondiale de la mort par exploitation, maltraitance, famine ou simple élimination dans les camps de concentration et les camps d'extermination de millions d'êtres humains. Et cette impressionnante récolte létale massive a eu lieu dans le contexte sans pareil d'un sexennat de guerre totale qui a affecté pratiquement tout le globe terrestre, impliqué comme jamais tous les ordres de la vie sociale des pays concernés, mobilisé de manière insolite des masses de combattants et généré un héritage de victimes mortelles de plus de 55 millions de personnes. L'Holocauste continue de se démarquer comme le sommet singulier de cette dévastation humaine. Parce que seuls les identifiés comme juifs par les autorités nationales socialistes allemandes ont été choisis comme cible de destruction totale, complète et sans palliatif. Un sort partagé partiellement aussi par les Tziganes, qui ont supporté près d'un demi-million de victimes mortelles dans les camps nazis. Les autres groupes soumis par le régime nazi pouvaient de mourir ou vivre dans l'esclavage et la servitude. Pour les Juifs, seule la mort sans remise était possible. Ce génocide immense des Juifs européens était donc exceptionnel, singulier et sans précédent au moins pour 3 raisons de base et concurrentes. Premièrement, par la définition du Juif comme membre d'une race inférieure dégénérée, infectieuse et infrahumaine. Une race qui devait être exterminée rapidement et totalement pour éviter la contamination raciale et l'abaissement du reste de l'humanité et surtout de la race supérieure, les Aryens germaniques. Cette conception et définition du Juif comme un véritable parasite dangereux, comme un virus mortel et létal, a été prêchée par Adolf Hitler dès ses premiers écrits politiques « Judas et la peste du monde », il l'affirma déjà en 1924. Et cela est devenu doctrine officielle du régime national-socialiste depuis son arrivée au pouvoir. Et à cet égard, il y a eu une remarquable continuité et cohérence propagandiste. Ainsi, en 1920, l'une des premières affiches nationales-socialistes avertissait « Nous combattons leurs activités parce qu'elles sont à l'origine de la tuberculose des nations. Et nous sommes convaincus que la convalescence ne pourra commencer que lorsque cette bactérie sera éliminée. » La deuxième raison qui fonde l'exceptionnelle singularité de l'Holocauste réside dans le fait simple, mais révélateur, que sa planification et son exécution ont eu lieu au sein de l'Allemagne. Parce qu'un tel phénomène n'est pas survenu dans une société barbare, inculte, primitive et arriérée, encore prisonnière de ses instincts les plus primaires et où la civilisation n'avait pas encore pris racine ni humanisé les conduites. Au contraire, l'Holocauste est né et s'est développé à l'intérieur de l'un des pays les plus avancés sur le plan industriel, culturel, scientifique et technologique de l'Europe contemporaine. La troisième et dernière raison de la singularité de l'Holocauste réside dans son organisation bureaucratique moderne, rationnelle, méthodique et efficace. Tout le pouvoir de l'État allemand a été mis au service d'un programme d'extermination d'une complexité logistique extraordinaire, créer un recensement spécial des Juifs en Allemagne et dans toute l'Europe occupée, arbitrer un langage camouflé pour cacher l'opération aux victimes déconcertées et au public extérieur incrédule, organiser des brigades d'exécuteurs spécialisés, motorisés et dirigés depuis un centre opérationnel, établir de nombreux ghettos et camps de concentration auxquels des Juifs de tout le continent ont été déportés en masse, et enfin planifier, construire et mettre en fonctionnement 6 camps d'extermination avec leurs chambres à gaz et fours crématoires correspondants. Cela a également nécessité la formation et la direction d'une énorme bureaucratie chargée de toute l'opération, des diplomates et administrateurs pour établir le recensement, des ingénieurs et chimistes pour concevoir et exploiter les chambres à gaz et les fours crématoires, des anthropologues et médecins pour mener les expériences humaines projetées, des militaires et policiers pour veiller à la sécurité des camps,
des économistes pour gérer le bon fonctionnement du système productif et destructeur, des techniciens et opérateurs ferroviaires pour s'occuper du réseau ferroviaire spécial reliant certains centres à d'autres, et un grand nombre de personnels subalternes et non qualifiés pour compléter tout le tableau humain du système génocidaire. En particulier, les camps d'extermination mentionnés symbolisent le sommet de cette dérive technologique et bureaucratique, car ils révèlent que pour les nazis, le meurtre massif des Juifs était une fin en soi, et non le sous-produit d'une situation de guerre et anormale. Des camps comme Auschwitz étaient de véritables usines de mort, une institution inédite jusqu'alors et encore jamais reproduite dans l'histoire, planifiée, construite et constamment modernisée dans le but exclusif de consommer des vies humaines dès qu'elles arrivaient à leur porte. Le racisme antisémite, devenu doctrine et politique officielle du Troisième Reich depuis janvier 1933, n'est devenu une pratique ouvertement génocidaire qu'une fois déclenchée la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939 et particulièrement après l'extension du conflit à l'Est européen avec l'invasion nazie de l'Union soviétique en juin 1941. Avant ce moment, la politique antisémite du régime national-socialiste avait traversé les 3 étapes préalables caractéristiques d'un processus xénophobe raciste, progressivement radicalisé. Premièrement, l'expansion officiellement encouragée et favorisée du préjugé latent ou flagrant contre la race désignée comme inférieure et dangereuse. Deuxièmement, sa discrimination au sein de la société par le biais de mesures légales et institutionnelles très diverses. Et troisièmement, son exclusion radicale de celle-ci par une série d'actions ségrégantes et confinatoires. L'histoire de ce processus de radicalisation cumulative a commencé en janvier 1933, lors de la dernière crise de la République de Weimar, lorsque Adolf Hitler est devenu chancelier de l'Allemagne. En grande partie, l'exploitation du préjugé populaire intense contre les Juifs a été l'un des facteurs décisifs dans l'ascension des nazis au pouvoir. Immédiatement, Hitler a clairement indiqué que son antisémitisme ne resterait pas réduit à un simple préjugé informel et inoffensif, comme celui existant avant sa prise de pouvoir. Entre 1933 et 1938, de nombreuses lois ont imposé une discrimination radicale des Juifs dans la société allemande. Un boycott officiel de leur commerce a été promu. Ils ont été expulsés de l'administration publique, de l'enseignement, de la justice et des forces armées et policières. Leur nationalité allemande leur a été retirée. Leur libre circulation dans les rues et les villes a été interdite. Et tous les mariages mixtes entre Juifs et Allemands ont été annulés. À la suite de cette pression et coercition systématique, le Troisième Reich a réussi à expulser du pays, avant la Seconde Guerre mondiale, près de 250 000 des 525 000 Juifs résidant en Allemagne en janvier 1933. Avec ces mesures initiales, Hitler a mis en pratique une mesure largement demandée par le mouvement antisémite allemand depuis de nombreuses années, la suppression des lois d'émancipation civile et politique des Juifs décrétées par le libéralisme au cours du XIXe siècle. Mais il ne s'est pas arrêté là. Son objectif n'était pas de restituer les Juifs à la simple condition de parias comme les habitants des ghettos médiévaux, mais d'éliminer leur présence de la vie économique, sociale et culturelle de l'Allemagne par tous les moyens possibles et disponibles. C'est pourquoi, depuis la fatidique nuit de cristal, la phase d'exclusion a commencé, avec la déportation progressive de la population juive vers des ghettos urbains et des camps de concentration implantés dans des zones rurales éloignées. Tout cela était approuvé par une partie de la société allemande qui jouissait déjà d'un certain statut en Europe. La Kristallnacht était un véritable pogrom. En fait, c'était une attaque planifiée par les autorités et exécutée par des militants nazis et antisémites contre toutes les juderies existantes dans les villes et villages d'Allemagne et d'Autriche face à la passivité de la police et à la complaisance ou indifférence d'une grande partie de la population civile. Le résultat de ce pogrom était tout simplement terrifiant. En Allemagne, une centaine de Juifs ont été brutalement assassinés, des milliers ont été battus et maltraités, des dizaines de synagogues ont été incendiées et démolies. Au moins 8000 magasins et commerces appartenant à des Juifs ont été détruits
D'innombrables maisons et appartements privés ont été dévastés et environ 30 000 Juifs ont été arrêtés et envoyés dans des camps de concentration à Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen. En Autriche, de son côté, l'attaque a coûté la vie à 27 Juifs, a entraîné la destruction de 42 synagogues et l'arrestation de 7 800 personnes envoyées dans les camps de concentration établis. La guerre totale et l'extermination raciale qui ont suivi sur le front oriental ont ainsi complètement ouvert les portes au génocide de masse contre les Juifs et au massacre généralisé de la population soviétique et slave capturée dans les territoires attaqués. Il devait s'agir d'un meurtre à grande échelle de Juifs, pour une raison bien simple et déjà apprise en Pologne occupée. L'Union soviétique abritait la plus grande communauté juive du monde et avec elle, l'émigration, la déportation ou le réas.